Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours vos encouragements en la partageant autour de vous et auprès de toutes vos connaissances, mais surtout en vous y abonnant le plus nombreux possible pour y être informé des dernières nouvelles et ce en toute primeur bien entendu. Un tout grand merci de nous recevoir chez vous une nouvelle fois et parmi vous. Cette 159e vidéo vient vers vous pour vous proposer votre ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire tout simplement ce qui fait la petite discussion à chaque fois entre nous. Le CQFD de votre Bled Magharibia revient sur cette après-élection 2021 qui se sont déroulées au Maroc pour faire le point sur ce qu'il en est exactement, sachant qu'il y avait des signes annonciateurs d'un recul du Parti de la Justice et du Développement, ce fameux PJD. En effet, après une décennie, oui, une dizaine d'années, à la tête du gouvernement, les islamistes marocains du Parti de la Justice et du Développement ont subi une véritable claque, oui, ont subi une véritable claque ce mercredi 8 septembre dernier aux législatives, et ces élections étaient organisées en même temps que les communales ainsi que les régionales. Mais alors, durant ces mêmes législatives au Maroc, quelles sont les vraies raisons du succès de ce RNI, ce Rassemblement national des indépendants, le parti dit de la Colombe? Et quant aux habitants du Sahara marocain, oui, ils font clairement savoir et entendre leur voix pour construire leur avenir de leur Maroc avec un changement de cap électoral selon les analyses et les dires de la presse. Oui, après ce scrutin universel qui s'est déroulé au Maroc, pouvait-on s'attendre à cette défaite des islamistes du Parti de la Justice et du Développement, le PJD? Et pourtant, oui, pourtant, il y avait des signes annonciateurs de ce recul, car on voyait très clairement que le PJD était en situation difficile, car il avait déjà subi une défaite aux élections syndicales de juin dernier, avec un fort reflux lors des élections qui concernaient les fonctionnaires publics, et particulièrement dans leur bastion de l'éducation nationale. Et donc le PJD était donc en train de perdre son audience au sein de sa base militante. Ensuite, deuxième déconvenu pour le PJD, sa régression aux élections professionnelles cette fois, d'août dernier, puisque les candidats du PJD ont eu le plus faible taux de conversion entre le nombre de candidats et le nombre d'élus dans les chambres de l'artisanat, du commerce, de l'industrie et des services. Donc le PJD était aussi en train de perdre son électorat urbain. Et lorsqu'il y a les annonces des candidatures, lorsqu'il y a eu des annonces des candidatures pour les élections communales de septembre dernier, donc de septembre en cours, le PJD avait perdu 47% de ses candidats, alors qu'il avait réussi à mobiliser plus de 16 000 candidats aux élections communales de 2015. Là, il en avait perdu plus de 7 600. Donc, des élus du PJD, des militants, ne se sont pas présentés aux élections communales pour défendre les couleurs du parti. L'effet cumulé d'une régression
de l'audience auprès de son électorat urbain et d'un recul du nombre de candidats suffisant pour se présenter dans les petites villes et les communes rurales, annonçait une défaite certaine du PJD. Mais alors, pouvons-nous affirmer que l'ampleur du vote sanction, oui, vote sanction, et le mot est sorti, a-t-il surpris tout le monde, ce vote sanction? Oui, la réponse est oui. Le PJD perd plus de 80% de ses électeurs par rapport aux législatives de 2016. Et à l'image de Saad el-Din al-Othmani, cet ex-premier ministre sortant, qui n'a pas réussi à être même élu dans sa circonscription de Rabat-Océan, alors que le PJD était arrivé en tête en 2016. Le PJD contrôlait les grandes villes marocaines et en plus, il avait la majorité absolue dans les conseils municipaux. Il semble que les électeurs aient sanctionné un bilan jugé modeste à la tête de ces grandes villes. Et on voit même que les noyaux militants PJD ne se sont pas mobilisés pour défendre le bilan du parti. Il y avait aussi une critique en interne extrêmement forte au sujet du bilan de ces présidents de communes qui cumulaient un siège au Parlement, qui ont été victimes par le PJD lui-même et qui ne se sont pas présentés tout simplement. Ainsi, quels sont les ingrédients de la victoire de ce RNI, de ce Rassemblement national des indépendants? Le parti de Aziz Akhnouch, qui a remporté haut la main le plus grand nombre de sièges à la Chambre des représentants. On voyait très bien que le RNI menait une campagne très intense depuis janvier dernier déjà et qu'il avait réussi à mobiliser très fortement lors des élections professionnelles où il est arrivé largement en tête. En plus de cela, le RNI a réussi à mobiliser plus de 25 000 candidats aux élections communales, en couvrant 80% des circonscriptions, ce qui est exceptionnel au Maroc. Et il a fait également un très bon score dans les grandes villes. Cela s'explique par une campagne très intense sur les réseaux sociaux, notamment par le financement de mise en avant de contenu. Et rien que pour la seule page du RNI sur Facebook, il y a une dépense de quelques 300 000 $ tout de même, de mise en avant, de contenu. Et cette stratégie s'est révélée payante, parce que dans ces grandes villes marocaines, le taux de participation reste particulièrement faible, d'où l'importance de mobiliser de nouveaux électeurs. Et le Rassemblement national des indépendants a ciblé dans sa campagne des électeurs plus jeunes et des femmes. Il a défendu son programme et son bilan au gouvernement, en particulier la gestion de la crise du Covid-19 par ses ministres. Et pour juste un petit rappel, le CVE, ce fameux Conseil de veille économique, a été dirigé par Mohamed Ben Chaboun et Moulay Hafid Al-Alami, étaient à l'industrie, des ministères très mobilisés pendant la crise. Et le RNI, en mettant en avant son programme auprès de cet électorat urbain, a réussi à le mobiliser dans un contexte de très fortes abstentions. Et dans les villes, généralement aux élections sur la population en âge de voter, seulement un électeur sur 5 se déplace. Résultat, le Rassemblement national des indépendants a cumulé deux effets: une très forte campagne dans les communes rurales et les villes moyennes, donc une campagne de terrain, et une campagne sur les réseaux sociaux
pour mobiliser l'électorat urbain. Et c'est dans ces conditions que le Maroc attend aujourd'hui la formation d'un nouveau gouvernement. En effet, le roi Mohamed VI a confié cette mission vendredi 10 septembre dernier à Aziz Akhnouch, puissant homme d'affaires, ex-ministre de l'Agriculture, que l'on dit proche du monarque, et patron de ce RNI. Le parti est arrivé en tête aux législatives de ce mercredi 8 septembre dernier, surnommé le Parti de la Colombe. Le RNI, ou Rassemblement national des indépendants, a damé le pion aux islamistes du PJD, qui étaient aux affaires depuis 10 ans, ce qui est le résultat d'une stratégie de campagne menée principalement sur 2 fronts. Au niveau des grandes villes, généralement très abstentionnistes au Maroc, le RNI est allé à la conquête de nouveaux électeurs, les jeunes, les femmes, en ciblant un public d'ordinaire peu politisé. Et si dans ces métropoles, la campagne semblait atone, c'est qu'elle se jouait principalement sur les réseaux sociaux. Oui, c'est là que le Parti de la Colombe, le RNI, donc, a défendu son programme très lisible avec 5 points et 25 mesures promettant un minimum vieillesse, oui, la création d'1 million d'emplois ou le doublement du budget de l'hôpital public. Déjà 3 propositions qui semblent faire mouche. Le RNI a aussi mis en avant son action au sein du gouvernement sortant dans la riposte anti-Covid. Et dès mars 2020, quand le monde entier se confinait, des mesures de soutien aux Marocains étaient annoncées par le ministre de l'économie, membre du RNI, avec des masques étaient fabriqués localement sous l'impulsion du ministre de l'Industrie. Autre volet de la stratégie électorale du Parti de la Colombe, donc du RNI, les petites villes et les villages où la campagne a été très active et selon le géographe David Guéry, à l'instar du PAM, de ce parti d'authenticité et modernité, et de l'Istiqlal, parti de l'indépendance, le RNI a investi le monde rural en mobilisant plus de 25 000 candidats aux élections communales organisées en même temps que les législatives. Et c'est comme cela qu'il était présent dans 80% des circonscriptions du territoire marocain. D'un autre côté, l'analyste américain et fin connaisseur du Maghreb, ce Calvin Dark, a estimé que la participation massive des populations des provinces du Sud, c'est-à-dire au Sahara marocain, à ces élections, atteste qu'ils ont une voix à faire entendre dans le processus démocratique et s'en servent pour aider à façonner l'avenir de leur pays, du Maroc, regrettant même que les séquestrés de Tindouf ne disposent ni du pouvoir de s'exprimer, ni de décider de leur sort. Le taux de participation le plus élevé au niveau national enregistré dans les provinces du Sud marocain démontre 2 choses. La première est que ceux qui vivent au Sahara occidental marocain ont une voix dans le processus démocratique. Et la seconde est que ces citoyens sont déterminés à utiliser leur voix pour aider à façonner l'avenir du Maroc, a indiqué ce Calvin Dark dans une déclaration à la MAP, Maroc, agence presse à Washington. C'est une injustice que les Sahraouis détenus dans les camps du Polisario en Algérie n'aient pas cette voix ou le pouvoir
de l'utiliser pour façonner leur propre avenir, a-t-il déploré. Avec un taux de participation de 66,94%. Excusez du peu ce taux, à l'Ayoun, Saqi al-Hamra. Un autre chiffre, 63,67% à Gelmim, Ouad el-Noum. Et enfin, 58,30% à Dakhla Ouad el-Dahab. Ces trois régions des provinces du sud du royaume marocain dépassent largement le taux national de 50,18% enregistré à l'échelle nationale durant ce triple scrutin, selon les chiffres communiqués par le ministère de l'Intérieur. Commentant les résultats de ces élections, l'analyste américain a estimé que tant de choses ont changé au Maroc, dans la région et dans le monde, depuis 2011, lorsque le PJD a pris les commandes du gouvernement. La dynamique, la politique et les circonstances qui ont contribué à rendre le PJD attractif pour les électeurs il y a 10 ans ne sont pas les mêmes en 2021, selon lui. Tout a changé. Et d'ajouter qu'au Maroc, aux États-Unis ou dans toute autre démocratie dans le monde, les partis doivent proposer des politiques et une vision qui plaise aux électeurs. Et s'ils ne le font pas, les électeurs voteront pour les partis politiques qui le font. Le test sera désormais pour les partis libéraux de concrétiser leur vision et de ne pas perdre le contrat avec les électeurs et leurs aspirations, a indiqué le président et cofondateur du centre RC Communication basé à Washington. Mais ayant mené une campagne électorale très intense sur le terrain et sur les réseaux sociaux, ce Rassemblement national des indépendants, RNI, grand vainqueur, qui est sorti grand vainqueur des législatives, des régionales et communales ce 8 septembre dernier, domine désormais le Parlement national avec 102 sièges. Excusez du peu, officiellement désigné nouveau chef de l'exécutif, le président du RNI, ce Aziz Akhannouch, a d'ores et déjà entamé les consultations pour former le prochain gouvernement qui va disposer, comme le lui permet la révision constitutionnelle de 2011, d'une marge de manœuvre appréciable, matérialisée par sa prééminence dans la nomination de la grande majorité des responsables publics. Amené à accélérer la mise en œuvre de nombreux chantiers de transformation du Maroc engagés sous la houlette du roi Mohamed VI. Le futur gouvernement devra s'employer à tracer la route vers les objectifs mis en exergue par la commission spéciale sur le modèle de développement dont les propositions ont été présentées au roi le 25 mai dernier. Il devra aussi concrétiser la volonté de changement des Marocains qui se sont mobilisés plus que de coutume, avec un taux de participation aux élections de ce 8 septembre, donc de 50,18%, contre, rappelons-nous-en, 43% lors de celle de 2016. Faut-il pour autant y voir une aspiration libérale des Marocains qui aurait boudé le conservatisme islamiste en accordant la majeure partie de leur suffrage au RNI? Et la question mérite d'être posée. Et le RNI est attendu au tournant sur son efficacité économique. Un homme méthodique et pressé, paraît-il, ce Aziz Akhannouch,
C'est ainsi que le directeur de publication du site panorapost.com, Aziz Boussetta, décrit le nouveau chef du gouvernement, Aziz Akhnouch donc. Il souligne que celui-ci ne devra pas agir uniquement en capitaine d'industrie, habitué à commander et à être obéi, mais aussi en chef politique, astreint à écouter et contraint de s'exprimer avec tous et sans langue de bois. Également, chroniqueur sur Lux Radio, Aziz Boussetta rappelle que les électeurs attendent de l'efficacité économique, de l'emploi, de la création de richesses collectives. S'ils ne voient rien venir ou s'ils perçoivent des inégalités dans les traitements des problèmes, le péril guettera, fait-il savoir. Un raz-de-marée bleu, lit-on en une du quotidien Les Inspirations Écho du vendredi 10 septembre dernier avec le RNI, le PAM et l'Istiqlal. Rien, alors que, disons, le RNI, le PAM et l'Istiqlal rient. Et alors que pour le PJD pleure. Ceci fait la une de ce quotidien Les Inspirations Écho et de poursuivre pour le trio gagnant, la victoire est juste et se présente comme une alternative crédible au PJD qui a tenu les rênes du gouvernement pendant 10 ans. Du côté de l'Union socialiste des forces populaires, cette USFP, qui a obtenu 34 sièges, le retour sur le devant de la scène est acté, commente le quotidien francophone dans son édition du week-end, tout en se félicitant des résultats des législatives. Donc le débat autour des alliances post-électorales est engagé maintenant. Quant aux alliances post-électorales, le quotidien Les Inspirations Écho prédit que le RNI pourrait opter pour une coalition avec le PAM, arrivé deuxième du scrutin, et l'Istiqlal, arrivé lui troisième avec 81 sièges. Ensemble, ces trois formations disposent désormais de 270 députés, une majorité de plus de 2 tiers dans une assemblée qui en compte 395. Et ce scénario n'est cependant pas le seul retenu par ce quotidien. Selon lui, les indépendants pourraient tout aussi choisir de s'allier prioritairement à l'USFP plutôt qu'au PAM. Cela donnerait une majorité de 223 sièges, suffisamment confortable pour mettre en œuvre les mesures mises en avant pendant la campagne. Et ce, d'autant que le mouvement populaire, qui a 26 sièges, et l'Union constitutionnelle, 18 sièges, pourraient aussi être de la partie pour renforcer la nouvelle coalition gouvernementale. Interrogé par le site d'information Le Matin sur les alliances possibles pour former une majorité gouvernementale, David Guéry, membre du laboratoire Médiation, Sciences des liens de la Sorbonne Université, estime qu'une alliance forte entre le RNI, le PAM et l'Istiqlal serait difficile à gérer et pourrait ne pas tenir sur le long terme. Cet expert semble plutôt pencher pour le scénario d'une coalition plus restreinte. Et le RNI a déjà organisé, lors des élections professionnelles, des alliances, et notamment avec l'Istiqlal, en permettant à ce dernier de contrôler 2 chambres de commerce et d'industrie, ainsi que des services stratégiques à Casablanca, Settat, et à Tanger, Tétouan, Al-Hassima. Il a aussi fait alliance avec l'USFP
lui permettant de présider la chambre de commerce de Rabat Saleh Khnitra. On voit donc que le RNI a déjà anticipé des alliances en amont, poursuit cet analyste politique qui se demande si le PAM restera dans l'opposition. Et à ses yeux, une coalition RNI-PAM serait donc improbable, entre guillemets, compte tenu de la rivalité apparente entre les deux formations politiques. Dès lors, qu'en est-il de la probabilité d'une grande coalition? Et selon la même source, ce scénario nécessitera beaucoup de négociations pour garantir la stabilité sur le long terme et surtout le partage des responsabilités. De quoi conduire à préconiser une coalition restreinte menée par un grand parti, en l'occurrence le RNI, et des partis d'appoint, l'USFP, l'UC, Union constitutionnelle, ou encore le parti de l'Istiqlal. Le RNI, pour sa part, se dit prêt à travailler avec l'ensemble des partis qui partagent sa vision et ses principes, ce que rapporte Al-Youm Al-Maghribi. Cité par le média arabophone, Aziza Khnouch a d'ailleurs révélé lors d'une conférence de presse au lendemain de l'annonce des résultats partiels de ces échéances que le programme électoral du parti, qui comprend 5 engagements et 25 mesures, constituera la base des négociations avec les partis nationaux en vue de former une majorité forte et cohérente, pouvant opérer une rupture avec le passé sur la base d'une vision commune et d'un programme gouvernemental ambitieux allant de pair avec la vision du roi et des attentes des Marocains. Cependant, une question demeure en suspens. Est-ce la fin d'une époque? Cela dit, toutes les réactions ne sont pas enthousiastes quant à la victoire du RNI. On ne peut pas illusionner le peuple d'une nation multimillénaire. Nuance ainsi Omar Dahbi, ex-directeur des rédactions de Midi 1 TV et Midi 1 Radio. Dans une tribune sur un site d'information, il indique que les Marocains aiment les gens sincères et honnêtes et ont horreur des baratineurs. Ils aiment regarder vers l'horizon et y voir de la lumière, et ils n'aiment pas les discours ténébreux. Fermons les guillemets. Un jugement qui vaut avertissement pour l'applicabilité de toutes les mesures prévues dans le programme du RNI et de ses éventuels futurs alliés. Dans une première lecture des résultats du scrutin législatif, Omar Dahbi dresse une liste de 10 leçons à tirer du 8 septembre dernier. La première consiste à ne jamais sous-estimer l'intelligence collective marocaine, car le Marocain peut croire en la bonne foi de quelqu'un, lui accorder sa confiance une fois, lui donner une deuxième chance de prouver sa sincérité. Mais il n'est pas naïf, indique-t-il. Pour lui, un nouveau chapitre politique commence qui rappelle que le Maroc s'apprête à mettre en œuvre son nouveau modèle de développement et à franchir le dernier bout de chemin qui lui reste vers la place qu'il mérite aux côtés des pays développés. Le titre, L'Économiste, se veut plus nuancé en annonçant que le Maroc vote pour le progressisme, lit-on, à la une de l'édition du week-end, et d'indiquer un triomphe du RNI, un retour de l'Istiqlal, avant de constater le PAM qui assure. Commentant la défaite du PJD, il se demande si les résultats de ces élections seraient ou pas un indicateur de la fin d'une époque, puisque les Marocains ont voté pour le changement et ils l'ont obtenu.
on souligne l'éditorialiste qui estime que les scores du trio de tête, RNI, PAM, Istiqlal, ont été négociés en amont par un intense travail de campagne qui a vraisemblablement porté ses fruits. Mais au vu des attentes et des défis qui interpellent le Maroc, les formations victorieuses doivent savoir rester imaginatives et surtout exemplaires, relève-t-il, appelant à accélérer le processus de mise à niveau de la classe politique. Mais alors, quid de la défaite du PJD? Sollicité par l'hebdomadaire tel quel, Mohamed Naji, sociologue et historien, trouve que le PJD vient de subir une défaite dont il pourra difficilement se relever. Pour lui, les Marocains urbains qui avaient soutenu le parti islamiste quand il incarnait le renouveau l'ont lâché en raison de son bilan, sans se poser de questions liées à la charia. Et ceci est plus qu'une déconfiture. Il s'agit d'une pulvérisation pure et simple du PJD, affirme-t-il. Un avis que partage le directeur de publication du site d'information quid.ma. Ce directeur trouve que la défaite du PJD réside dans la nature même de ce parti. Et pour Naïm Kamal, ce parti est un regroupement à l'arraché d'une constellation de mouvances islamistes locales et groupusculaires dont les divergences ont rythmé le parcours depuis sa création à travers des polarisations parfois frontales et sanguines. Plusieurs facteurs sont derrière le crash de ce parti, ce que même les pronostiqueurs les plus avisés n'avaient pas osé imaginer. Et Naïm Kamal d'estimer que les meneurs du PJD n'ont pas pu ou su détecter cette défection populaire qui couvait et dont les signes étaient déjà perceptibles sur les réseaux sociaux, dans les discussions de café et dans les échanges entre les chauffeurs de taxi et leurs clients. Et le voilà qui rappelle par ailleurs l'épisode du projet de loi sur la légalisation du cannabis, dont il dit qu'il n'était que le dernier en date d'une série d'incohérences et d'inconséquences. À la crise du coronavirus, Naïm Kamal met l'accent sur la forte présence de l'État ainsi que son efficacité dans la manière dont elle a été contenue. Et cela a certainement été suffisamment convaincant pour que plus de 50% des inscrits, un taux historique tout de même, se soient déplacés pour voter alors que le contexte était des plus compliqués. L'exception marocaine. Reddition des comptes et sanctions, titre l'édito du quotidien Sabah, évoquant la défaite électorale du PJD. Pour Sabah, c'est une sanction logique, assénée aux frères d'El Uthmani sans jeu de mots, dont le parti est désormais au bord du gouffre. Ainsi, l'éditorialiste de Sabah estime-t-il que les élections du 8 septembre 2021 méritent d'être une référence de laquelle on peut tirer de nombreuses leçons, dont la principale n'est autre que la réconciliation du peuple marocain, surtout celle de ses femmes et de sa jeunesse avec la chose politique. Une aspiration au changement qui a boosté le taux de participation nationale. Est-ce alors un scrutin pour l'histoire? Dans un très long dossier de 11 pages sous le titre « Leçon marocaine », Al-Ahdath al-Maghribiya rapporte que le 8 septembre
les Marocains, peuple et État, ont façonné l'histoire grâce à cet art dont ils ont le secret, celui de leur manière civilisée, dont les racines ont à nouveau remonté le temps afin de se revigorer et de se perpétuer. Le Maroc est de ce fait vainqueur de ce rendez-vous électoral pour la rédaction de l'hebdomadaire Challenge. Et dans son édito de la semaine, ce magazine marocain se réjouit de la présence des femmes et des jeunes en grand nombre parmi les élus. Maintenant, la nouvelle coalition gouvernementale doit proposer un gouvernement cohérent qui dépasse les enjeux partisans pour répondre aux besoins du pays, poursuit-il. Que ressort-il donc globalement de l'observation de la presse marocaine? Elle est unanime à considérer que si cette élection ferme la parenthèse islamiste, elle n'éteint pas les attentes de la population qui a vu, au regard des impacts de la crise sanitaire du coronavirus, que les inégalités se sont creusées. Comme pour ouvrir la route pour les contenir, le royaume marocain a dernièrement engagé le chantier de réformes fondamentales, comme la généralisation de la protection sociale et la digitalisation progressive des services publics, entre autres. Des signaux probants envoyés sur des axes forts qui constituent l'armature de la nouvelle ambition réformatrice portée par le roi Mohamed VI. Cela dit, plus que jamais, les populations attendent des changements. Oui, attendent des changements concrets dans leur quotidien. Et après l'euphorie du changement au Parlement, dans les assemblées régionales et communales, l'heure aujourd'hui est à des décisions concrètes qui vont changer la donne pour plus d'égalité et d'espoir. Mais ceci est une autre question. Mais espérons-le tout de même et peut-être. Et donc, chers amis et chers adeptes de la chaîne, c'est ici que prend la fin de cette séquence d'aujourd'hui, en prenant congé de vous, mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très bientôt avec un immense plaisir comme d'habitude au travers de votre Ce qui fait débat ou tout simplement ce qui fait la petite discussion à chaque fois entre nous. En tout cas, un tout grand merci pour votre confiance, pour votre fidélité et votre patience. Et surtout pour votre participation, en nous écoutant, en nous suivant jusqu'au bout des séquences. Mais néanmoins, ne nous oubliez pas de nous aider mutuellement, réciproquement et d'aider votre chaîne Bled Magharibia en vous y abonnant en masse, c'est-à-dire le plus nombreux possible, et de faire abonner vos connaissances, vos alentours, partout où vous y êtes, en partageant vos séquences au grand maximum autour de vous, et de partager donc les vidéos de votre chaîne, et afin d'y être informé des dernières nouvelles. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. L'asdiqa, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. Ila liqa fi hissa ukhra, inshallah. Ma'a salama.